Alors, j'ai intitulé ça « Quelle limite d'insertion pour les énergies intermittentes et complémentarité nucléaire, énergie renouvelable ». Alors, dans un premier temps, je vais faire un état des lieux, qui est quand même indispensable pour savoir où on en est actuellement dans la pénétration des énergies intermittentes. Je rappellerai ensuite quelques études récentes qui sont apparues en 2015 sur l'insertion des énergies intermittentes. J'intitule ça du pire au meilleur, 3 études publiées. Alors il y a celle de l'ADEME, ça s'est arrangé dans le pire. Il y a celle de l'Institut Fraunhofer-IWES qui est intéressante et assez honnête intellectuellement. Et il y a l'étude faite par EDF R&D qui va beaucoup plus loin que toutes les autres et qui apporte réellement des éléments de réponse fiables. Ensuite, je m'attacherai à parler des principaux enseignements d'études EDF R&D, puisque ça va être la base de la présentation, donc sur différents sujets. Et enfin, je terminerai en évoquant certaines des complémentarités du nucléaire et des énergies renouvelables, en parlant des capacités de suivi de charge pour le nucléaire actuel. Ça répondra à une question qui a été posée tout à l'heure. Et puis, je ferai un peu de prospective sur la France. Là, ce sera certainement sujet à discussion. C'est une vision qui ne va pas de soi, hein, qui n'est pas établie. Voilà. Alors, donc, je commence par l'état des lieux concernant les taux de pénétration des énergies intermittentes dans le monde, enfin en Europe et dans le monde. Alors, avec juste une remarque, il y a deux lignes ici. Alors, en haut, vous voyez tous les pays ou les groupes de pays. Dans la deuxième ligne, c'est un taux de pénétration ici en énergie ou en puissance moyenne qui est très très différent du taux de pénétration instantané maximum, et ce dernier étant évidemment toujours très supérieur au taux de pénétration en énergie pour des raisons évidentes compte tenu des grandes amplitudes de fluctuation. Alors, le pays champion dans le domaine, c'est le Danemark, qui a un taux de pénétration d'énergie intermittente, essentiellement d'ailleurs de l'éolien, de 45%. Et vous voyez, en instantané, il peut monter à 97%. Alors là, il y a une explication toute simple, c'est que c'est un petit pays qui a un réseau de faible puissance et qui est interconnecté avec des puissants voisins, notamment norvégiens et suédois, qui ont beaucoup d'hydraulique et qui peuvent actionner leur hydraulique à la demande quand ils veulent, qui sont infiniment plus puissants. C'est interconnecté avec l'Allemagne aussi d'ailleurs. Voilà. Et donc, en fait, on peut considérer qu'électriquement parlant, le Danemark est une province de ses voisins nordiques. Donc, c'est pas significatif. Alors, le deuxième pays qui vient dans l'ordre, c'est le Portugal, qui a beaucoup d'éoliens aussi, et qui finalement arrive à des taux de l'ordre de 25% d'énergie, et il monte à 92% ici, 92% en instantané. Mais là aussi, le Portugal est également un petit pays qui bénéficie d'avantages importants. D'abord, il a beaucoup d'hydraulique, c'est un tiers de sa production, ce qui stabilise bien son réseau et les fluctuations des énergies intermittentes. Et puis surtout, il a de très nombreuses interconnexions avec le réseau espagnol, qui est en gros 6 fois plus puissant. Donc là aussi, c'est un peu une province espagnole, sachant que les Espagnols ont quand même un taux d'intermittence également important, puisqu'ils sont à 24%. Alors, je n'ai pas le taux instantané qui est bien inférieur à celui du Portugal, bien sûr.
Alors il y a un cas intéressant, c'est celui de l'Irlande, ici en vert, qui est à 20% en énergie, mais qui limite volontairement à 50% son taux de pénétration instantanée pour une raison de stabilité, pour une raison très simple, c'est que l'Irlande est une île qui est reliée à la Grande-Bretagne, mais par des liaisons à courant continu, mais ça ne suffit pas, donc ils sont obligés de limiter volontairement. Alors, la France, dans tout ça, la France, ben, elle va pas en 2014, elle était à 4% en pénétration énergétique. En 2015, on est autour de 5%. Et le taux instantané maximum observé à ce jour, il est de l'ordre de 15%. Bon, ce qui n'a pas perturbé le réseau pour des raisons évidentes, hein, mais c'est pas un taux de ce genre qui peut gêner pour l'instant. Alors, j'ai évoqué les îles des départements d'outre-mer. On est là, on est également, comme dans le cas de l'Irlande, on est à un taux en énergie de l'ordre d'un peu plus de 6%, et on limite volontairement à 30% ici. Voilà. Bon, j'ai donné aussi quelques chiffres sur les USA et la Chine. La Chine, qui, malgré un programme absolument colossal, ne dépasse pas 3% en énergie. Voilà. Donc ça, c'est l'état des lieux. On peut aussi regarder le chiffre moyen, pardon, j'en suis pas là, le chiffre moyen au niveau européen. On est, vous voyez, en énergie, on est pour l'instant à 10%. Donc, quand on parle ne serait-ce de 40%, ça veut dire qu'il faudrait multiplier par 4 ce taux pour y arriver. Donc, vous voyez, il y a encore, Dieu merci, une grande marge. Alors, voilà. Alors, les études que j'ai évoquées tout à l'heure. Alors, elles figurent ici. Donc, en haut à gauche, c'est l'étude ADEME, qui a donné lieu d'ailleurs à de fortes contestations de la part de Saumon Climat. Un certain nombre d'entre nous se sont mobilisés pour critiquer rationnellement cette étude qui est largement hors sol, pour faire court, idéologique et hors sol. Alors, cette étude, donc, elle porte sur la France. Elle s'appuie sur une base météorologique de l'ordre de 6 à 7 ans, et elle envisage un taux de renouvelable allant jusqu'à 100%, comme vous avez pu le voir. Il faut rajouter qu'elle est basée sur des hypothèses irréalistes pour 2050, c'est-à-dire une consommation qui est réduite ici de l'ordre de 440 TWh en 2050, malgré tous les facteurs d'augmentation de consommation d'électricité qu'on peut envisager, notamment l'accroissement de la population, mais il y en a d'autres. Voilà, et elle est basée aussi sur quelque chose qui est non seulement irrationnel, mais à mon avis irresponsable, c'est qu'en période de pointe, on va jusqu'à envisager 15 gigawatts d'importation. Je rappelle, pour fixer les idées, que lors de la pointe maximale à 102 mégawatts de 2012, 102 gigawatts, pardon, effectivement, merci, on a importé environ la moitié de ce chiffre, bon, ce qui est déjà beaucoup. Donc envisager couramment dans n'importe quel groupe de pays qui, par ailleurs, auront exactement le même problème, c'est, à mon avis, totalement irresponsable. Bon, je n'insiste pas là-dessus. Alors, un mot sur l'étude de Fraunhofer, qui porte non pas sur un seul pays, mais sur les 7 pays du PLEF, là, qui sont récapitulés ici. Donc c'est un peu plus large. Par contre, il y a des enseignements à en tirer, on verra ça tout à l'heure. Et par contre, la base météorologique, elle est limitée à l'année 2011. Voilà. Alors, reste l'étude EDF R&D, qui est de très loin la plus complète, pour plusieurs raisons. D'abord, elle s'appuie sur un scénario UE 2011 en termes d'hypothèse de consommation. Donc là, c'est une base assez incontestable, en tout cas officielle. Son échéance, c'est vers 2030, et son étendue géographique est bien plus grande, puisqu'elle prend tous les pays, finalement,
qui sont dans l'Ain-sur-Eux, une trentaine de pays européens interconnectés. Sa base météorologique est également beaucoup plus large puisqu'elle prend 30 ans d'historique, et elle envisage donc un taux de renouvelable global de 60%, dont 20% de pilotage hydraulique et biomasse et 40% d'intermittence. Alors, ces trois études ont en commun d'avoir fait des statistiques au pas horaire, quelle que soit la durée. Tout le monde a fait ces statistiques au pas horaire. Alors, les statistiques sont une science éminemment utile, mais ça n'a rien à voir avec la physique. Et en fait, quand on veut descendre au niveau instantané, il faut faire de la physique. Et c'est là que c'est la seule, l'étude EDF-R&D est la seule qui entre dans cette problématique qui est tout à fait indispensable, puisque s'il n'y a pas d'équilibre instantané, eh bien, il n'y a pas de scénario, c'est bien évident. Alors, les principaux enseignements de cette étude, et celle de Fraunhofer d'ailleurs, qui est comparée mais qui dit la même chose, voilà ce que nous dit EDF-R&D. Pardon, excusez-moi. Les réseaux permettent de bénéficier du foisonnement géographique naturel. Donc, c'est un fait de la production linéaire variable pour lisser l'intermittence, mais, et c'est là que c'est important, la corrélation des régimes de vent au niveau européen se traduit par une forte variabilité résiduelle. Autrement dit, il y a bien lissage, mais ce lissage est très loin d'être suffisant et il y a des variations résiduelles et c'est ça qui est important finalement. Alors ça a été chiffré donc dans cette étude pour l'éolien ici 45 GW d'été, 90 l'hiver, et pour le PV 25 l'été, et c'est négligeable en hiver parce que la contribution du PV en hiver est quand même très faible. Donc, si on combine les deux de façon arithmétique ou quadratique, on arrive finalement à une variabilité de l'ordre de 50 à 70 gigawatts l'été, une variabilité résiduelle, et de 90 l'hiver, ce qui est quand même considérable vis-à-vis de, si on compare ça à des demandes qui sont au minimum de 250 gigawatts pour l'ensemble de l'Europe et en moyenne d'un peu plus de 400. Alors, l'étude de Fraunhofer apporte des éléments complémentaires intéressants, puisque en fait ils ont chiffré la corrélation en utilisant le taux de Kendall, qui est une mesure en fait de similarité de séries statistiques, et donc il donne la similarité entre la France, enfin entre les différents pays, mais pour ce qui concerne la France et 6 autres pays, ici vous voyez que pour les productibles éoliens, on a une similarité qui reste encore, qui n'est pas très grande, mais qui reste encore de l'ordre de 33% avec l'Allemagne, mais qui est beaucoup plus importante avec les autres. Ce qui veut dire 33%, il ne faut pas se tromper, ça veut dire que dans 33% des cas, les régimes de vent sont similaires. Donc maintenant, il y a des régimes où il n'y a pas de vent, il y a des régimes où il y a un peu de vent, et il y a des régimes où il y a beaucoup de vent. Donc c'est quand même très loin d'être négligeable. En termes de durée dans l'année. Voilà. Alors, je rappelle, ça répond à une question tout à l'heure, que ces résultats sont tout à fait cohérents avec l'analyse qui a été faite par Jean-Pierre Pervès pour l'éolien et qui est publiée sur le site de Second Climat. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'on en sort opérationnellement de ce genre de résultats. C'est que, effectivement, le foisonnement existe ou peut exister, mais pas tout le temps. C'est bien là qu'est le problème, et il n'existe que s'il n'y a pas de corrélation, si on peut dire. Donc, du point de vue de l'équilibre du système électrique, la vraie question, et le cas dimensionnant, ce sont bien les variations résiduelles lorsqu'il y a des corrélations. Ce n'est pas du tout les cas favorables de foisonnement. Donc ça clôt, à mon avis, définitivement le débat. D'un point de vue opérationnel, un gestionnaire de réseau ne va pas s'intéresser au cas de foisonnement, ça l'intéresse, mais c'est surtout quand il n'y en a pas qu'il aura des problèmes. Voilà, alors ça c'est tout ça c'est extrait de l'étude EDF-R&D, hein, ça montre les variations résiduelles nettes, c'est-à-dire
c'est la demande ici, demande nette, c'est la demande globale moins la contribution des intermittents. Et donc, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des rampes assez colossales entre, par exemple, un dimanche et un lundi soir. Vous voyez, ici, ils donnent cet exemple de 400 gigawatts en une quarantaine d'heures. Ceci étant, on verra tout à l'heure que ce genre de transitoire, il est tout à fait compatible avec les capacités du nucléaire qui peut tout à fait suivre ce type d'évolution. Alors, voilà, j'ai résumé ici en gros ce que donne l'étude EDF-R&D. Vous avez ici en non coloré ce que donnerait un mix théorique sans énergie intermittente. Vous voyez, alors il y a beaucoup de charbon, voilà. Alors, le fait d'introduire des énergies intermittentes va diminuer bien sûr beaucoup ce charbon, c'est évident, bon. Donc il y a un effet positif, mais c'est au prix d'un équipement absolument colossal en puissance. Il faut 700 gigawatts d'énergie intermittente non pilotable, donc, pour fournir finalement une pointe à 600 et une moyenne à 410. Alors, donc, et au total donc, on arrive à 1200 gigawatts à installer pour satisfaire les besoins. Alors, l'effet essentiel donc, de cette introduction, c'est que ça réduit un peu les moyens pilotables, mais pas beaucoup, 90 gigawatts, et c'est surtout que ça déplace fortement les productions de base vers les productions de semi-base ici en cycle combiné gaz, et surtout en pointe pour les besoins du backup. Là, vous voyez que les turbines à combustion interne augmentent énormément pour ce faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, alors, un autre aspect une autre conclusion de l'étude, c'est l'effet de l'inertie. En fait, l'étude montre que on arrive à des situations critiques, notamment qui limitent en fait les possibilités d'introduction d'énergie intermittente en cas de faible demande. Alors pourquoi? Tout simplement parce que là, en cas de faible demande, on a une faible inertie globale du réseau, et donc là, il faut limiter à 25% le taux instantané. Pour une demande moyenne aussi, ça a été chiffré, l'instabilité en cas de perte de référence au niveau européen de 3,5 gigawatts, on a des instabilités des 35 à 38% d'introduction. On atteint la limite de sécurité ici, à la limite dont je vous ai parlé tout à l'heure, la limite de sécurité de 42,2 Hz dans 25% des cas, ce qui est beaucoup, et on peut même venir toucher la limite absolue dans 0,8% des cas. Voilà. Donc, par contre, lorsque la demande est forte, l'instabilité n'apparaît que nettement plus tard. Donc, la cause identifiée, comme je vous l'ai dit, c'est la diminution de l'inertie des masses tournantes. Alors, les palliatifs envisagés donc, dans cette étude, c'est premièrement de faire contribuer les énergies intermittentes à l'inertie du système. Donc, c'est l'énergie cinétique des éoliennes, mais tout ça reste quand même sujet à caution. Donc on risque d'être amené, dans ces cas comme ça, à démarrer préventivement des moyens pilotables pour stabiliser le système. Ce qui n'est pas terrible si ces moyens pilotables sont des moyens qui fonctionnent avec des combustibles fossiles. Alors, le bilan carbone de cette évolution aussi vous figure ici sur l'axe rouge les résultats de l'étude R&D. Alors vous voyez qu'on part ici
de 350 grammes de CO2 par kilowattheure produit, et on arrive, selon le scénario 2030, donc à 125. Donc on gagne un facteur un peu inférieur à 3, ce qui est déjà pas négligeable. Et DFRD a poussé le raisonnement en disant qu'est-ce qui se passerait si on remplaçait le charbon par le gaz. Là, on arrive à un résultat bien meilleur, bien sûr, puisqu'on arrive à 73, donc un facteur de réduction proche de 5. Alors ici, en bleu, j'ai figuré un calcul, fait figurer le résultat d'un petit calcul personnel de coin de table qui utilise essentiellement la règle de 3, donc ça vaut ce que ça vaut, et c'est très approximatif, mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Vous voyez que si, au lieu de remplacer le charbon par le gaz, on le remplace par du nucléaire, alors là, le résultat est spectaculaire, puisqu'on descend à 25 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc ce qui montre quand même la nocivité du charbon et l'efficacité du nucléaire pour diminuer les émissions de CO2. Alors, je me suis amusé à faire un petit scénario. S'il fallait remplacer 78 gigawatts de charbon par du nucléaire, bon, ça ferait quand même un certain nombre. Là, j'ai pris comme base des EPR ou des ADMEA. Bon, on peut prendre notre machine, mais enfin, c'est celle qui existe actuellement ou qui existeront. Et donc, on est quand même à une cinquantaine d'EPR et pas loin de 70 ADMEA. Bon, ce qui n'est absolument pas irréaliste, c'est irréaliste pour 2030, bien entendu, mais ça ne l'est pas pour 2050. Donc, c'est juste pour fixer des idées. Si on résume rapidement donc cette étude, 40% ENRI, c'est possible, mais sous conditions et avec un réseau nettement moins stable. Ça implique aussi quand même des renforcements des interconnexions que DFRD a chiffré à 47 gigawatts, qui doit être coordonné avec la croissance des ENR, ceci pour limiter les stockages et les écrêtements excessifs. Ça, c'est pour des raisons économiques. Il faut une contribution indispensable, comme on l'a dit, des intermittents au service système, mais on a vu que c'est pas gagné. Il faut aussi une contribution indispensable de la demande active, c'est-à-dire des effacements ou des reports de certaines consommations. Il faudrait aussi du stockage. En fait, mais il n'est pas pris en compte ici à échelle de 2030 pour une raison très simple, c'est que le stockage infrajournalier et infra-hebdomadaire, on se contentera a priori de ce qui existe parce qu'il n'apporte pas un bénéfice colossal, bénéfice économique, financier, selon les trébuchants, j'entends. Il est seulement intéressant pour les îles britanniques, parce que là, la variabilité est beaucoup plus grande. Par contre, et ça c'est une conclusion aussi très nette, le stockage intersaisonnier, c'est-à-dire à base de gaz de synthèse, que ce soit d'hydrogène ou du méthane, il est totalement hors épure, car beaucoup trop cher à l'horizon 2030. Donc ça c'est très clair. Alors, l'autre condition, c'est d'améliorer les prévisions météorologiques et introduire de l'intelligence dans les réseaux, comme on a déjà pu le dire. Donc tous ces moyens, si je résume ce qui est dans l'encadré, tous ces moyens sont indispensables, mais insuffisants pour garantir la sécurité du réseau dans toutes les circonstances. Et en fait, seul un backup qui devra rester très important en capacité, en gros, c'est 50% de la puissance des énergies intermittentes, devra persister. Soit ce backup permettra donc de garantir la sécurité du réseau dans toutes les conditions. Donc voilà une conclusion qui est très claire. Donc finalement, 40% d'énergie intermittente apparaît comme une limite difficilement dépassable, sauf bien sûr si on trouvait miraculeusement des solutions de stockage massif, à la fois massives et
aux différentes échelles et durées nécessaires, et bien sûr qui ait un coût acceptable, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas. Donc voilà les conclusions de l'étude R&D EDF. Alors, j'en arrive à la complémentarité du nucléaire et des ENR. Je rappelle ici, ce sont des données qui sont officielles, hein, qui viennent de l'OCDE, etc. Hein. Donc, si on compare les capacités de centrales à charbon, qui est le concurrent numéro 1 du nucléaire et du nucléaire, on s'aperçoit ici qu'en termes de variation de puissance maximale en 30 secondes, on est quasiment dans les mêmes eaux, et qu'en gradient maximal de variation de puissance, on est également dans les mêmes eaux. Ce qui permet de conclure que les capacités de suivi de charge nucléaire sont parfaitement comparables à celles du charbon. Donc de ce côté-là, il n'y a pas photo. Alors, il y a bien sûr ici quelques différences qui pourraient apparaître ici et là, en termes de temps de démarrage, qui pourraient apparaître en défaveur du nucléaire, mais on voit très vite que les cas où il faut 2 jours pour démarrer, c'est des cas exceptionnels d'empoisonnement xénon du cœur, surtout en fin de cycle, et qu'en fait, par une bonne gestion prévisionnelle, on peut éliminer pratiquement la majorité de ces cas. Donc, voilà. Quelques précisions aussi sur les possibilités de réglage primaire du nucléaire. En fait, on s'aperçoit que des variations de 2 à 3% de la puissance nominale suffisent. Et grâce au coefficient de température négatif de ces réacteurs à eau, en fait, les barres sont assez peu sollicitées dans ce type de réglage. Pour ce qui concerne les réglages secondaires, les barres seules suffisent également en téléréglage. Et il n'y a qu'effectivement en réglage tertiaire suivi de charge qu'on a besoin de faire intervenir, en plus des barres, de jouer sur la teneur en bord de l'eau primaire. Voilà, alors si on résume donc les capacités de suivi de charge du nucléaire comparées aux autres, donc on l'a dit, comparé au charbon, c'est équivalent au charbon, ça fait au moins aussi bien. C'est bien sûr inférieur aux capacités des cycles combinés et surtout des turbines à gaz, bien sûr pour les besoins de pointe, ça on n'en sortira pas. Et c'est totalement complémentaire des capacités d'hydraulique qui, elles, j'en ai pas parlé, mais certains groupes, notamment les groupes de haute chute, peuvent démarrer en quelques secondes, atteindre 50% de leur puissance dans des durées extrêmement courtes, de l'ordre de 30 secondes ou 1 minute, et avoir des rampes également de 50% par minute qui sont colossales. Donc, on voit bien qu'il y a une complémentarité naturelle du nucléaire et de l'hydraulique apportant la vélocité extrême, et le nucléaire étant un peu plus lent, mais néanmoins parfaitement manœuvrable et apportant son énergie, sa puissance en grosse masse. Voilà, alors, un mot sur les capacités de suivi de charge en France, qui sont encore améliorables pour le nucléaire. Alors, je vous rappelle ici le suivi de charge, que le suivi de charge est mis en œuvre depuis très longtemps sur les réacteurs d'EDF, notamment grâce à l'utilisation des barres grises qui sont moins absorbantes, qui perturbent donc moins les distributions de flux et permettent donc des évolutions beaucoup plus soft pour le combustible, et que nos réacteurs français sont déjà capables de variations de puissance qui peuvent aller jusqu'à 80% en 30 minutes. Donc c'est tout à fait loin d'être négligeable. Alors par ailleurs, EDF a engagé des actions pour rendre le parc de réacteurs plus flexible. Alors le mot parc est important parce que sans rendre les réacteurs même plus flexibles, il s'agit de jouer sur le nombre de réacteurs qui assurent cette flexibilité. Tout ça, c'est pour faire face, bien sûr, à des besoins de souplesse supplémentaires qui vont se présenter.
Alors, l'idée, c'est tout simplement d'augmenter le nombre de réacteurs exploités en suivi de charge. À l'heure actuelle, on est à peu près à 1 sur 2, et l'idée, c'est de passer à 2 sur 3, ce que permet tout à fait la taille du parc, et ça, c'est un énorme avantage. Ça ne pourrait pas se faire, évidemment, avec très peu de tranches. Et la conséquence, c'est surtout de former davantage d'équipes à ce type de conduite, à ce type d'exploitation. Donc, en fait, c'est assez peu, c'est quasiment pas coûteux. Bien sûr, l'autre moyen d'action, c'est l'optimisation des programmes prévisionnels. Mieux anticiper les besoins pour mieux placer les tranches nucléaires en fonction des besoins à venir. Ça, c'est très important. Alors, évidemment, à la fois à court terme, à la fois à très court terme, et notamment dans un souci aussi de minimiser la production des fluides radioactifs. Mais là, ça relève aussi avant tout du savoir-faire des équipes de conduite. Et puis, à moyen terme, pour gérer les arrêts de réacteurs, etc., pour rechargement et maintenance. Alors, une remarque ici, on entend souvent dire que faire du suivi de charge aux réacteurs nucléaires, ça a beaucoup d'effets négatifs. Bon, il semblerait que, là je reprends des données officielles émises par EDF, il semblerait que ce ne soit pas vraiment le cas, puisque la disponibilité en est peu affectée, 1,2%, c'est pas beaucoup, et que la maintenance en est peu augmentée, d'après un certain nombre de déclarations récentes, qui indiquent qu'on est dans l'épaisseur du trait. Donc, si l'on intègre l'aspect économique de la chose, tout ça, ça coûte très peu par rapport aux gains que l'on peut avoir en étant capable de placer l'électricité dans les moments où elle est la plus chère et sur le réseau. Voilà. Alors, là j'arrive à un scénario qui risque d'être fortement contesté. C'est un scénario que j'ai établi finalement pour susciter un petit peu la discussion. Voilà, 100% de nucléaire plus ENR, voilà, et pratiquement zéro CO2. On n'en est pas loin, parce que on est déjà, si on regarde dans une approche en énergie, parce que il faudra distinguer l'approche en puissance, j'y viendrai tout à l'heure. On a eu, en moyenne, sur les 2 années 2014-2015, environ 30 TWh de production énergétique produite à partir de charbon, de fioul et de gaz. Bon, c'est pas colossal. Et sur ces 30 TWh, il y en a une douzaine qui viennent du charbon et du fioul. Et il se trouve qu'on a un réacteur en construction, l'EPR de Flamanville, qui, quand il sera en production et bien opérationnel, bien rodé, sera capable de produire 12 TWh par an. Il suffit d'un facteur de charge de 83%, qui n'est absolument pas hors de portée, bien sûr, pour ce type de réacteur. Bon, donc, on a une solution de remplacement en énergie qui est tout à fait évidente ici. Il y a quand même une condition fondamentale, c'est qu'il ne faut pas arrêter Fessenheim, parce que si on arrête Fessenheim, tout ça, ça tombe à l'eau, évidemment. Et si on arrête Fessenheim, qu'est-ce qu'on fera? On apportera de l'électricité produite à base de lignite allemande ou quelque chose comme ça. Ce sera le résultat le plus clair. Alors, reste le gaz qui fait quand même 18 TWh. Alors, j'ai supposé que les contrats des éoliennes en mer seraient respectés jusqu'au bout, et donc que ces éoliennes pourraient apporter une contribution de l'ordre de 9 TWh avec un facteur de charge de 35% qui est à peu près réaliste, bon an, mal an. Donc, voilà, mais à partir entre 2019 et 2023. C'est la fin, c'est la fin. Non, mon PC me joue des tours de temps en temps. Je pense que je vais pouvoir me récupérer. Excusez-moi. Voilà, merci. Donc, resterait à terme de cette échéance-là, vers début des années 2020, resterait à fournir et remplacer donc 18 TWh de gaz.
Alors, j'ai supposé qu'il y avait deux solutions non émettrices de gaz à effet de serre. La première, c'est l'option 1, c'est l'amélioration et l'extension des capacités hydrauliques. Il faudrait ajouter à peu près 3 gigawatts, ce qui contribuerait à faire apporter environ 8 TWh pour la grande hydraulique. Et si on met en contribution la petite hydraulique et les pico-hydrauliques, c'est-à-dire les toutes petites installations, on devrait pouvoir ajouter 1 TWh. Bon, là, bien entendu, il faudrait du temps pour le faire, hein, si tant est qu'on veuille le faire. Et ça aurait aussi un apport intéressant en capacité de point de garantie l'hiver, en partie. Alors, l'autre solution, ce serait de rajouter des intermittents, c'est-à-dire environ 4,5 gigawatts aux 16,5 qui sont déjà installés en France, bon, ce qui conduirait à une augmentation de l'ordre de 30% d'ici 2019, mais avec cette fois-ci un gain totalement nul en capacité de point de garantie l'hiver. Alors, il resterait donc du gaz résiduel pendant un certain temps, selon les scénarios. On partirait donc de 18 TWh jusqu'à des très faibles valeurs vers 2023-2025, puisqu'il s'agirait seulement d'assurer la pointe, les pointes extrêmes. Donc, la conséquence serait de très faibles émissions de CO2 vers la fin de la période, avec bien sûr des émissions nettement plus faibles si on fait de l'hydraulique que si on fait des intermittents, pour deux raisons. D'abord parce que l'hydraulique a des capacités de pointe qui existent, dont on bénéficierait, et puis on peut beaucoup mieux la placer en fonction des besoins réels, ce qui n'est pas le cas ici. Donc voilà, alors j'ai fait un rêve, il faut en faire. J'ai rêvé qu'on pourrait donc arrêter totalement les subventions aux énergies intermittentes dès 2017 si on décidait de se lancer tout de suite dans l'hydraulique, et disons plus tard vers 2019 si on optait pour l'option 2. Voilà, alors ça c'est un rêve malheureusement. Alors si on regarde maintenant ce qu'il faudrait faire en puissance, c'est-à-dire pour assurer la sécurité de fourniture lors des demandes de pointe, il y a des perspectives qui sont annoncées et des impacts sur la puissance installée et la sécurité d'alimentation qui sont actuels. EDF a notamment annoncé l'arrêt total de ces groupes fuel centralisés d'ici fin 2018. On va perdre plus de 5 gigawatts en pointe, puisque ces groupes étaient utilisés essentiellement en pointe. Le gouvernement réfléchit très sérieusement à instaurer une taxe CO2 de 30 € par tonne dès le 1er 2017.